On a vu dans la précédente vidéo de cette série que les tests génétiques partiels, c'est-à-dire les tests grand public, les plus communs, type 23andMe ou Ancestry.com, se contentent de rechercher dans votre code génétique des SNP. C'est-à-dire qu'ils recherchent des variantes génétiques connues et relativement fréquentes, plutôt que d'identifier l'ensemble des nucléotides composant votre code génétique comme on le ferait lors d'un séquençage complet. On recherche des différences là où on soupçonne qu'il puisse en exister plutôt que de regarder partout. Dans cette vidéo, on va rapidement voir comment s'effectue la recherche de ces SNP et l'intérêt de ces tests en termes de généalogie. Dans la suivante, on s'intéressera aux aspects santé et à certains aspects légaux. Et si les séquençages partiels sont si bon marché, c'est qu'une petite révolution s'est produite dans le monde du séquençage au milieu des années 2000, avec le développement de ce qu'on appelle des puces ADN. Une puce ADN, c'est en gros un instrument qui permet d'aller directement chercher si certains SNP spécifiques sont présents dans votre ADN. Alors, comment ça marche ? Votre ADN est constitué de nucléotides qui, comme on l'a vu précédemment, marchent par paires. Le A se colle au T, le C au G, d'où la double hélice de l'ADN. Un brin d'ADN va naturellement se coller à son complémentaire, et c'est exactement cette propriété que vont utiliser les puces ADN. En gros, une puce ADN, c'est une multitude de sondes constituées de brins d'ADN spécifiques que l'on va mettre en contact avec l'ADN contenu dans vos cellules, préalablement coupées en morceaux. On va laisser tout ça interagir, puis on va mesurer lesquelles de ces sondes ont attiré suffisamment d'ADN pour que les séquences associées existent vraisemblablement dans votre ADN. Alors bien sûr, on parle de sondes beaucoup plus longues que ce que je vous mets à l'écran pour être sûr de repérer la bonne séquence. Pour notre test ADN partiel, chaque sonde va correspondre à l'un des SNP recherchés, ce qui permettra de savoir lesquels sont présents dans votre ADN, mais pas d'avoir des informations sur la séquence qui les remplace s'ils ne sont pas présents sur la puce ADN. On ne pourra donc pas observer des modifications non étudiées qui pourraient vous être spécifiques, ou des modifications trop rares pour être des SNP. Et puis surtout, on ne pourra observer que les SNP que le séquenceur a choisi d'inclure dans cette puce ADN. Et comme on l'a vu dans la précédente vidéo, les séquenceurs sont loin de rechercher tous les SNP connus. Ils en recherchent généralement quelques dizaines de milliers, les plus intéressants, parmi les 84 millions de SNP identifiés. Enfin, les tests ADN partiels ne sont pas non plus adaptés à la détection de variations concernant des séquences de plusieurs nucléotides. Des variations pourtant plus importantes, qui peuvent parfois avoir un gros impact en termes de santé. Pour tout ça, il faudrait passer par un séquençage complet. Et ça se fait comment un séquençage complet ? Il existe une multitude de méthodes différentes, mais pas mal des techniques modernes sont dérivées de ce que l'on appelle le shotgun sequencing, où l'on va casser l'ADN en petites séquences de quelques centaines de nucléotides qu'il va ensuite être possible de séquencer nucléotide par nucléotide en commençant par la fin. L'ensemble du processus étant répété plusieurs fois et toutes ces séquences étant analysées en parallèle puis réassemblées informatiquement via des méthodes statistiques. Ok, mais ça sert à quoi tout ça ? Les tests ADN grand public sont essentiellement vendus pour deux choses, en savoir plus sur vos ancêtres et avoir différentes informations sur la manière dont vos gènes sont susceptibles de vous affecter, vous et votre santé. Et c'est quoi le genre d'infos qu'on va pouvoir récupérer sur nos ancêtres ? Eh bien par exemple, au niveau de l'origine géographique, ces tests vous permettront de savoir si certains de vos ancêtres étaient européens, avec pas mal de fiabilité. Mais bon, par contre, si vous souhaitez savoir si vos ancêtres étaient plutôt anglais ou espagnols, ça sera beaucoup plus flou. Personnellement, j'ai fait ce test avec 23andMe, et genre là, vous pouvez voir que 46% de mon code génétique est identifié comme French and German, ce qui est assez cohérent, hein, certains de mes ancêtres étant d'origine luxembourgeoise. Mais de base, les résultats sont donnés avec une confiance de 50%, ce qui est très peu, une chance sur deux. Et si je passe à une plus raisonnable confiance de 90%, les éléments précis disparaissent, et je n'ai plus qu'un peu moins de 2% de mon code génétique identifié comme French and German. La plupart de mon code génétique est maintenant broadly European, vaguement européen, quoi.
Je connais pas mon père, donc j'étais susceptible de découvrir quelques informations croustillantes, mais même si le test semble corroborer une vieille légende familiale faisant état d'un ancêtre africain récent, je ne trouve rien de très surprenant. Je suis d'origine européenne. Soit, ça m'a pas appris grand-chose. Néanmoins, ça peut être intéressant pour d'autres en fonction de vos attentes. Et ces stats sont régulièrement mises à jour, mes origines indiennes, par exemple, n'étaient pas présentes la première fois que je me suis connecté. Certains de ces tests permettent aussi de récupérer des informations plus précises sur certains de vos ancêtres, à savoir votre lignée maternelle et dans certains cas votre lignée paternelle. Votre lignée maternelle, c'est votre mère, la mère de votre mère, la mère de la mère de votre mère, et ainsi de suite. Et votre lignée paternelle, c'est pareil de l'autre côté, c'est votre père, le père de votre père, et ainsi de suite. Alors, j'entends ici par mère et père vos parents biologiques, vos géniteurs, bien sûr. Mais pourquoi ces ancêtres en particulier? Comment ça marche? Eh bien, pour la lignée paternelle, c'est lié au chromosome Y. Vous l'avez sans doute vu en classe de biologie, si vous avez un chromosome Y, ce qui est généralement associé au fait de développer des caractéristiques phénotypiques masculines, vous l'avez forcément hérité de votre père, qui l'a forcément lui-même hérité de son père, qui l'a lui-même hérité de son père, et ainsi de suite. Modulo les mutations éventuelles, vous avez donc le même chromosome Y que votre arrière-arrière-arrière-grand-père. Bon, en vrai, tout ça est un tout petit peu plus compliqué car il peut y avoir des crossovers entre chromosome X et chromosome Y, mais uniquement dans certaines régions bien déterminées. Mais, dans tous les cas, il n'est pas possible de procéder de la même manière avec votre chromosome X et votre lignée maternelle. Déjà, si vous avez deux chromosomes X, c'est assez évident, ça va pas être possible, impossible de savoir sans les comparer lequel provient de votre père et lequel provient de votre mère. Et même si vous êtes un homme XY et que votre chromosome X vient forcément de votre mère, il est impossible de savoir si elle-même l'a hérité de son père ou de sa mère. Et je parle même pas des crossovers. Pas possible donc d'explorer votre lignée maternelle à partir de votre chromosome X. Mais il reste quelque chose que vous avez forcément hérité de votre mère, votre ADN mitochondrial. Kezako ? Eh bien, en très très gros, les mitochondries, ce sont de petites structures biologiques qui se trouvent dans nos cellules et aident au fonctionnement de notre machinerie cellulaire. Elles sont là à cause d'une symbiose entre une bactérie et ce qu'elle est devenue une cellule eucaryote, et donc notre lointain ancêtre. Ces mitochondries ont elles aussi, comme leur ancêtre bactérien, un code génétique. Or, que vous soyez un homme ou une femme, vous héritez vos mitochondries, ou en tout cas la plupart du temps, de votre mère, et uniquement de votre mère. Cet ADN mitochondrial est donc une mine d'informations sur votre lignée maternelle. C'est donc à partir de cet ADN mitochondrial, et éventuellement de votre chromosome Y, qu'il va être possible de déterminer vos haplogroupes maternels et paternels. Par exemple, mon haplogroupe paternel est l'haplogroupe RFGC 13326, et à partir de ça, il est possible de retracer l'histoire migratoire de ma lignée paternelle. Comme beaucoup d'Européens, je suis vraisemblablement apparenté à un homme qui a quitté l'Afrique il y a un peu moins de 100 000 ans. Et c'est sur cette révélation que je vais m'arrêter, mais avant de conclure, je vais rapidement répondre à un commentaire, j'avais dit que je le ferais, histoire de vous motiver à en laisser et susciter les interactions. Si je reformule un peu, Chad a interagi avec un créationniste qui lui affirmait qu'il ne pouvait pas avoir d'évolution car il ne pouvait pas y avoir de nouveauté dans l'ADN. Alors, on est assez loin des tests ADN, mais j'imagine que ce qui trouble ce créationniste, c'est que les briques élémentaires, c'est-à-dire les 4 types de nucléotides et les différents acides aminés qui permettent de composer, sont en nombre limité. Alors oui, a priori, un nouvel acide aminé ou un nouveau nucléotide ne va pas apparaître soudainement dans notre code génétique, mais c'est pas vraiment quelque chose qui limite l'apparition de nouvelles informations. En fait, on peut faire le parallèle avec les briques élémentaires de la physique, disons les éléments du tableau de Mendeleïev, même si on pourrait en prendre d'autres, ces briques ne bougent pas non plus, et ça n'empêche pas qu'il est possible de créer une multitude d'êtres vivants aux phénotypes différents, aux caractéristiques différentes. Comme on peut faire différents gâteaux avec différentes combinaisons et proportions des mêmes ingrédients de base.
De même, il n'y a que 24 lettres utilisées dans l'alphabet latin qu'on utilise en France, mais ça n'empêche pas qu'on peut les combiner différemment pour former de nouveaux mots, et qu'on peut agencer différemment ces mots pour former de nouvelles phrases. Le code génétique, c'est un peu pareil, les lettres et les mots restent les mêmes, mais on peut les combiner de différentes façons. Mais ce qui gêne ce créationniste, c'est peut-être que le nombre de possibilités de code génétique est du coup fini. En tout cas, si on s'interdit d'avoir un code génétique infini. Et c'est vrai, ouais. Mais même en se limitant à un code génétique de la taille du code génétique humain, le nombre de possibilités de combinaison est largement supérieur au nombre d'atomes présents dans l'univers. C'est donc pas réellement un problème, il est virtuellement infini. Et puis, même si les possibilités étaient nettement moins nombreuses. Je vais terminer par une piste de réflexion. Eva Jablonka, une biologiste évolutionniste, propose d'imaginer, dans une expérience de pensée, une espèce dont tous les individus partageraient le même code génétique, et dont les descendants ne subiraient aucune modification génétique. Et elle affirme, dans un débat interne aux biologistes de l'évolution, qui n'a rien à voir avec le créationniste, que même dans ce cas, l'évolution par sélection naturelle pourrait avoir lieu via d'autres mécanismes, comme les mutations épigénétiques ou l'hérédité comportementale. Surprenant, non ? Je reviendrai peut-être là-dessus dans une prochaine vidéo si ça intéresse du monde. Mais donc non, le fait que les briques élémentaires ne varient pas n'est en rien un problème pour l'évolution par sélection naturelle, et on peut imaginer de l'évolution par sélection naturelle dans des situations beaucoup plus contraintes. La prochaine fois, on s'intéressera à l'intérêt de ces tests en termes de santé, et on parlera aussi un petit peu de législation et d'arnaque. Sinon, en attendant, comme d'habitude, likez, commentez, partagez si vous voulez m'aider. Si vous avez des questions sur les tests génétiques, n'hésitez pas, je pourrai y répondre à la fin de la prochaine vidéo comme je l'ai fait ici. Et d'ici là, ciao à tous!